S'aimer, ça ne veut pas dire que l'on partage un même cerveau. Mais pour s'aimer, il faut au moins partager quelque chose. Et ça se négocie. En économie, il y a des grandes questions. Quels sont les biens et les services qui sont produits? Comment doivent-ils être produits? Et comment se les partager? Ce sont des questions qui sont posées à l'échelle du monde, à l'échelle de pays, de régions, d'industries. Mais il y a comme des limites à ce qui est dans l'économie. La porte d'entrée des ménages, une fois franchie, les questions d'argent, de négociation sont rangées sur le porte-manteau. À la place, il n'y a que des considérations d'amour romantique ou familial. Alors pour voir ce qu'il y a au plus profond de cet amour, j'ai posé quelques questions à une économiste qui s'est intéressée à la coopération et aux décisions des couples hétéros. Mais parce que Covid, nous l'avons invitée à rester dans cet écran, posé au milieu d'une salle d'exposition vide du Quai des Savoirs. Je m'appelle Astrid Hopfensitz et je suis enseignant-chercheur en économie expérimentale à la Toulouse School of Economics, à l'Institut of Advanced Studies à Toulouse. Une vidéo de l'exposition donne la parole à Marie Bergström, qui explique que les mises en couple et les mariages du passé étaient majoritairement arrangés, ou au moins arrangeants. L'amour romantique, c'est pas quelque chose d'universel, c'est un modèle culturel qu'on peut dater, qui date à peu près du 19e siècle et qui émerge comme un script culturel dans les pays occidentaux. Et c'est quelque chose qui est très favorisé par des changements économiques qui sont d'abord l'industrialisation et l'urbanisation qui ont lieu tout au long du 19e siècle. Donc l'industrialisation fait que les jeunes s'écartent des villages d'origine. Ça fait aussi que les couples deviennent une unité économique autonome. Avant, c'était un chaînon dans un maillon, dans une lignée familiale. Et les jeunes étaient très peu libres de choisir leur conjoint. Désormais, dans les villes, avec le travail salarié, les jeunes disposent d'une plus grande autonomie et on a la diffusion de mariages d'amour, ce qu'on appelle aussi le mariage d'inclination, c'est-à-dire une plus grande liberté des jeunes pour choisir leur amoureux. Donc, cette fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas de négociations dans les couples, c'est très caractéristique pour les couples romantiques. Un couple qui se crée parce qu'on est amoureux l'un de l'autre et on pense que la seule motivation, c'est ça. Donc, on ne s'est pas créé comme un lien économique. Donc, au niveau historique, c'était très souvent très différent. Donc, souvent, on s'est marié parce que c'était bien pour la famille d'avoir un lien avec cette autre famille ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, cette économie de l'amour est quelque chose qui est écarté le plus possible. L'amour est censé être pur, désintéressé. Mais si je passe la porte du ménage en gardant mes grandes questions économiques, quels sont les biens et les services qui sont produits? Comment doivent-ils être produits et comment se les partager? Pourquoi on ne négocie pas de la même manière le prix d'une voiture comme on négocie dans un couple? Quelles sont les différences à ce niveau-là? Déjà, qu'est-ce que c'est une négociation? Donc, une négociation, déjà, c'est deux acteurs économiques, normalement, qui ont des buts, des préférences différentes. Donc, si on achète une voiture, par exemple, le vendeur, il veut avoir le bénéfice le plus élevé, l'acheteur, il veut avoir l'utilité, le bien-être de cette voiture le plus élevé. La négociation, c'est de trouver une solution qui est bénéfique pour les deux côtés. Mais en plus, il y a un bénéfice en plus. Et ça, il faut allouer pendant cette négociation. Donc, est-ce que ça va vers le vendeur ou vers l'acheteur? Et donc, ce qui est aussi très important dans les négociations, c'est ce qu'on appelle en anglais les outside options, donc l'option dehors de cette négociation. Donc, par exemple, si je veux acheter une voiture, je peux, dans la négociation, dire bon, je peux acheter cette voiture ailleurs moins cher. Ou le vendeur, il peut dire non, j'ai déjà un autre client qui est intéressé par cette voiture. Et donc, ça, c'est très important parce que ça donne le pouvoir à quelqu'un dans une négociation. Donc, dans le couple, c'est quoi ce pouvoir? Donc, les économistes, pendant un temps, ils ont dit, bon, aussi dans le couple, il existe cette option dehors. Donc, ça veut dire, on quitte le couple, on va quitter la famille. Mais ça, c'est une décision très extrême. Donc, des couples romantiques, donc on ne s'est pas marié juste pour des bénéfices économiques, mais on veut rester ensemble. Donc, on ne veut pas juste quitter le couple pour, je sais pas, une décision de qui va laver les chaussettes. Et pourquoi, justement, si on revient un peu dans l'histoire peut-être un peu plus récente, pourquoi est-ce qu'il y a eu une forme de désintérêt de la part de beaucoup d'économistes, en tout cas, de ce qui se passe à l'intérieur
de ce foyer? Ou est-ce que c'est quelque chose, c'est un a priori que je peux avoir? Non, donc en fait, les économistes, ils ont toujours étudié les ménages. Si Astrid Hopfensitz rit ici, c'est peut-être parce que le terme économie vient du grec eukonomia, qui signifie l'administration d'un foyer. En fait, le problème ne serait pas tant un manque de volonté d'étudier le foyer que la difficulté de le faire. Pour les économistes, normalement, au niveau classique, les données qu'on a, c'est des données de consommation, par exemple, ou de participation sur le marché du travail. Mais la consommation, on voit le résultat de combien le ménage a consommé. Mais on ne voit pas qu'est-ce que se passe à l'intérieur de la ménage. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de coopération dans le couple? Le lien entre cette négociation et justement cette coopération? Il faut réfléchir un peu qu'est-ce que ça veut dire la coopération pour les économistes. Donc, en économiste, normalement, si on parle de coopération, on pense à ce qu'on appelle des dilemmes sociaux. Donc, un dilemme social, ça veut dire on a une situation où je dois décider est-ce que je fais quelque chose pour moi-même qui est bénéfique pour moi-même immédiatement ou est-ce que je fais quelque chose qui est bénéfique pour le groupe. Et donc, nous, on a étudié ça avec un jeu, donc une situation très abstraite, qui est très, très utilisée en économie. Donc, ça s'appelle le dilemme des prisonniers. Le dilemme des prisonniers, c'est une expérience comportementale. Imaginez que l'on vous amène dans une pièce, on vous indique qu'une autre personne est assise dans la pièce d'à côté et que sans pouvoir lui parler, vous allez devoir répondre à une même question. Souhaitez-vous coopérer? Oui ou non? Un tableau vous explique que si vous coopérez tous les deux, chacun repart avec 245 €. Dans le cas où aucun de vous deux ne souhaite coopérer, alors le gain n'est que de 200 € chacun. Mais les choses deviennent intéressantes quand les deux personnes n'ont pas la même réponse. La personne qui coopère seule ne part qu'avec 135 €, alors que l'autre repart avec 310 €. Alors, souhaitez-vous coopérer? Parce que si l'autre personne ne coopère pas, vous risquez de vous en vouloir. On ne savait pas comment les couples vont se comporter dans de telles situations. Donc, on s'attendait qu'ils vont coopérer beaucoup plus que des personnes qui ne se connaissent pas du tout. Donc ça, on a anticipé. Mais en plus, on voulait voir dans des différents couples, si on regarde les caractéristiques des différents couples, est-ce qu'on peut expliquer cette coopération ou non-coopération par des caractéristiques du couple. Un point de détail, mais cette étude a été réalisée sur une centaine de couples et a fait en sorte qu'il soit possible qu'ils se cachent l'un à l'autre leurs réponses en groupant plusieurs jeux ensemble. Concernant les résultats, entre personnes inconnues, autour de 60% des joueurs décident de ne pas coopérer. Le chiffre est beaucoup moins élevé chez les couples, mais il n'est pas de zéro. Un peu moins de 30% des couples n'ont pas coopéré. Ce qui est frappant dans l'étude du bien-être des ménages, c'est qu'un élément revient souvent. Il est désagréable ce son, n'est-ce pas? Le choc de la première naissance. Contrairement à l'idée de bonheur et de joie infinie, les enquêtes sur le bien-être montrent plutôt l'inverse. Cela correspond d'une part à la diminution de la satisfaction conjugale qu'entraîne la venue des enfants. Ce qu'on a observé, c'est que la mariage n'a pas augmenté la coopération, mais plutôt a diminué la coopération. Et le deuxième facteur, c'était qu'avoir des enfants a fait la même chose. Donc, avoir des enfants n'a pas augmenté la coopération, mais a diminué la coopération. C'est quelque chose qui se voit assez bien dans l'étude d'Astrid Hopfensitz et de ses collègues. Les femmes avec des enfants coopèrent moins. L'étude s'appuie sur des travaux sociologiques qui montrent à quel point les femmes ne sont pas satisfaites par la division des tâches qui s'opère à l'arrivée d'un enfant dans leur couple. L'effet d'avoir des enfants, c'est que ça impose des contraintes sur un couple et ça impose surtout une contrainte sur les femmes. Et donc, cette contrainte, en plus, ça augmente cette incitation pour les femmes d'être égoïstes, je ne veux même pas dire égoïstes, mais penser à eux-mêmes. Un autre aspect de cette coopération, c'est le qui fait quoi. La division des tâches est quelque chose qui a été observé un peu tout le temps, un peu partout. Ça peut être une division du travail entre cueillette, artisanat ou agriculture, entre bosser dans la finance ou l'aide à la personne, de certaines tâches dans une même activité, bref, c'est compliqué et ça dépend. Mais aujourd'hui, cette spécialisation se fait encore beaucoup sur l'axe tâches dans le foyer ou tâches hors du foyer. Et donc, une question pour les économistes, c'est de comprendre pourquoi c'est le cas. Et donc, une hypothèse sera que les préférences. Donc, les femmes, ils préfèrent ce rôle. Et aussi, les hommes, ils préfèrent leur rôle. L'autre hypothèse, c'est qu'en fait, un peu partout dans le monde,
encore aujourd'hui, les salaires sur le marché du travail sont plus élevés pour les hommes que pour les femmes. Ici, on peut faire une pause, parce que la dernière fois que nous avons mentionné un chiffre sur les différences de revenus femmes-hommes, nous avons reçu trop de commentaires. L'INSEE indique qu'en 2017, les femmes salariées du secteur privé ont perçu en moyenne une rémunération inférieure de 28,5% à celle des hommes. Là-dedans, il y a plein d'explications, moins d'heures travaillées dans l'année, des professions moins rémunératrices, moins de postes à responsabilité et quelques pourcents d'inexpliqués. Donc il y a bien une différence de revenus, c'est réel. Ça ne veut pas dire qu'une femme avec exactement le même poste, dans la même entreprise, ayant la même ancienneté et le même salaire gagne moins qu'un homme. Mais cette différence de 28% est tellement importante qu'elle demande une explication. Et c'est là que l'on revient assez vite aux deux hypothèses d'Astrid Hofvensitt. Est-ce que cette différence vient des préférences des femmes et des hommes, donc que les femmes préfèrent travailler moins, dans des professions moins rémunératrices ou avec moins de responsabilités, ou est-ce que l'on pourrait expliquer cette différence de 28% autrement ? Si on pose des questions, si on fait des questionnaires, des enquêtes avec des couples, qui doit travailler, qui doit s'investir plus dans des formations, etc. Donc on sait un peu par ça. On observe encore plus cette spécialisation dans des périodes de sorte de crise. Donc en 2020, on a vécu une année vraiment de crise. Donc avec le Covid-19, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Et ce qu'on a observé, c'est que c'était surtout que les femmes ont perdu l'emploi ou que la ménage a réagi de garder plutôt l'emploi de l'homme. Et les femmes, ils ont décidé de s'investir dans les autres choses, de rester à la maison, de s'occuper de la ménage. Et donc ça peut être une décision au début d'un couple, mais à cause de ça, on va augmenter cette différence aussi encore au niveau de salaire, parce que bon, si on travaille plus, on s'investit plus dans le travail, on va avoir un salaire qui va augmenter encore plus. Donc en fait, cette différence en salaire dans le couple va encore augmenter par le temps. Et donc, à cause de ça, on va rester dans cette spécialisation. On voulait voir si cette spécialisation, c'est vraiment une question de préférence ou si c'est une réaction à cette inégalité des options sur le marché du travail. Et pour étudier ça, en fait, c'est très difficile dans la réalité parce que d'une manière, il faut avoir des couples où quelquefois la femme va gagner plus que l'homme pour voir si cette sorte de couple va réagir différemment qu'un couple traditionnel d'une manière où l'homme va gagner plus que la femme. Parce qu'on a cette possibilité dans le laboratoire de créer des situations comme on peut, donc créer une situation abstraite où les femmes ont des salaires plus élevés que les hommes pour voir est-ce que le comportement change dans une telle situation. Donc pour être bien clair, là, ce que vous dites, c'est dans le monde réel, il n'y a pas possibilité de renverser un peu l'existant. Donc que les salaires des hommes sont en général plus élevés pour plein de raisons différentes. Donc du coup, là, ce que vous dites, c'est dans le laboratoire, on va réussir à créer un monde un peu, une planète B, d'une certaine manière, où on va pouvoir avoir des paramètres un peu différents. Nécessairement, c'est une situation beaucoup plus abstraite, donc ce n'est pas le vrai travail, mais on peut essayer de créer quelque chose qui est similaire. Ça restait très, très abstrait, donc la tâche individuelle, ça donnait un salaire individuel, donc la personne a gagné au fin une petite somme pour soi-même. Et cette tâche commune donnait la même chose aux deux personnes dans le couple. Cette tâche en question, c'était de recopier des numéros de téléphone. En passant du temps à faire cette tâche, les participants pouvaient choisir de placer leur rémunération dans une enveloppe commune au couple ou dans une enveloppe perso. Donc oui, c'est très abstrait. D'une manière, ce qu'on a pu voir avec cette expérience, c'est en fait, les hommes et les femmes, ils sont assez similaires au niveau de est-ce que je veux m'investir dans un bien commun ou non? Est-ce que je garde quelque chose pour moi-même ou non? Donc, ce n'est pas les hommes qui sont plus égoïstes que les femmes, ce n'est pas les femmes qui sont plus altruistes que les hommes dans cette situation abstraite. Ils se comportent très, très similaires par rapport à ces incitations qu'on donne. Donc, et ces incitations, ce sont les salaires. Et donc, finalement,
ce qu'on a pu réaliser avec cette expérience, c'est que finalement, ces différences au niveau de salaire sur le marché du travail, c'est probablement très, très important pour cette spécialisation qu'on observe dans des ménages et dans des couples. Parce qu'on fait toujours ces sortes de négociations dans un couple. Donc, il faut décider qui fait quoi. Donc, par exemple, une question par rapport à cette spécialisation sur le marché du travail, ça peut être au tout début d'un couple, un des partenaires a une offre pour un poste un peu plus intéressant dans une autre ville. Donc, est-ce qu'on va déménager pour qu'il puisse avoir ce poste? Mais ça entraîne que l'autre va quitter son travail, qu'il faut chercher quelque chose de nouveau. Donc, pour un, c'est clairement mieux, mais pour l'autre, peut-être ce n'est pas si bien ce déménagement. Donc, d'une manière, là, ça commence. Donc, ça doit être vraiment une négociation où on dit, bon, on va faire ça maintenant, mais peut-être dans le futur, on va faire quelque chose qui est bien pour l'autre. Le travail d'Astrid Hopfensitz montre plusieurs choses. D'abord que le couple n'est pas un espace dénué d'économie. Il y a une forme de production, il y a des biens communs, il y a nécessairement du partage, de la coopération. C'est pas pour dire que la famille, le foyer ou le couple est un marché et devrait fonctionner de cette manière, mais simplement que les questions économiques méritent de passer la porte du foyer. Et quand on les pose comme elle le fait, il devient possible de regarder les couples hétéros un peu différemment. Il n'y aurait pas un genre plus coopératif ou plus généreux qu'un autre qui prédisposerait à s'occuper du foyer, des enfants ou d'avoir un travail ou autre chose. En fait, ce sont ces négociations quotidiennes qui vont décider de comment les membres d'un couple coopèrent et de comment ils se spécialisent. Mais avant de partir, j'ai voulu poser une dernière question. Est-ce que vous seriez en mesure de donner des conseils aujourd'hui au couple donc de quoi faire, de comment négocier, ou est-ce que c'est pas forcément le rôle d'une économiste aujourd'hui de faire ce genre de conseils? Oui, c'est très compliqué. Donc, bon, je suis pas conseiller de couple, donc finalement, je sais pas si ça aide, mais bon, mon conseil général, c'est normalement, je crois que c'est bien d'être plus clair sur cette sorte de choses. Donc, par exemple, dans nos expériences, tout d'un coup, on les a mis dans ces situations abstraites où il fallait prendre ces sortes de décisions. Ils ont sorti de l'expérience et l'un des deux a dit « Ah, mais maintenant, je comprends, on a tous les jours, on a cette sorte de problème. Et en fait, moi, j'ai toujours pensé, on fait ça. » Et l'autre a dit « Ah, non, moi, non. » Donc, le plus important pour le couple. Donc, l'égalité, ça veut dire on travaille la même quantité, on gagne plus ou moins la même chose, on s'investit de la même manière dans le ménage, dans l'éducation, tout ça. Et si on essaie de faire ça, souvent, on ne peut pas être ce qu'on appelle efficace. Donc, on peut avoir une promotion, peut-être un des deux, mais pour ça, on ne peut pas rester exactement égal. Et donc, certains couples, ils acceptent cette égalité et ils disent, bon, on est prêt de payer une sorte de coût au niveau d'efficacité. Et donc, il y a des autres couples qui disent, non, pour nous, on se voit en couple, on veut maximiser qu'est-ce qu'on va gagner au couple. Et donc, on pense juste à ce niveau-là. Et ce n'est pas important qui va le gagner. On va peut-être tout mettre dans le pot commun, on va le faire une répartition après. Donc, il y a des autres couples qui pensent plus au niveau d'efficacité qu'au niveau d'égalité. Et ça, c'est quelque chose comme quelquefois, ils n'ont jamais vraiment parlé de ça. Donc, et ça, je crois que ça fait du bien aussi pour le couple de voir qu'est-ce qu'on veut faire pour le couple, quel est le but pour le couple. Merci à Astrid Hopfensitz de nous avoir expliqué son travail. Et si vous êtes en couple, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec la personne avec laquelle vous partagez votre vie. Et puis dites-nous en commentaire si vous cherchez l'efficacité ou l'égalité. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'une résidence, ici au Quai des Savoirs à Toulouse. Et un grand merci à eux de nous avoir laissé tourner à l'intérieur de l'exposition pour vous parler d'amour. C'était Stupid Economics sur scène.